Le rapport du vérificateur général remis la semaine dernière au président de la transition révèle d'importantes irrégularités financières, plusieurs milliards détournés dans différents secteurs selon le dit rapport. Chacun de nous a certainement chez lui un album photo à l'ancienne. Autrefois, les photos en cliché ou photographies imprimées servaient à plusieurs fins essentielles, notamment immortaliser les souvenirs. Aujourd'hui, l'expression artistique se révèle différemment à l'ère du numérique. La série de la semaine s'intéresse au sujet. Sport, il y en aura bien sûr dans ce 1945. Ensemble, nous découvrirons les 24 équipes qualifiées pour la prochaine CAN. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Le 14 novembre dernier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu officiellement le rapport annuel 2023 des mains de Samba Alam Doubabi, vérificateur général. Le rapport, qui est désormais public, fait mention de nombreuses irrégularités financières et administratives au sein de l'ANCR et plusieurs milliards de détournements dans le système éducatif. Le récit avec Aminata Keïta. Le rapport 2023 du vérificateur général met en lumière plusieurs irrégularités dans la gestion des fonds publics, repartis sur plus de 50 missions de vérification et d'évaluation menées dans des secteurs clés. Parmi ces secteurs clés, l'éducation. Le rapport révèle des détournements de fonds publics à grande échelle au sein des établissements scolaires, couvrant les années scolaires de 2017 à 2022. Selon le rapport, 80 des 192 établissements scolaires examinés ont été ouverts sur la base de faux arrêtés d'ouverture. Et parmi ces établissements, 33 ont reçu des subventions indues de l'État estimées à un montant de 412,86 millions de francs CFA destinés à des élèves fictifs. Aussi, le rapport évoque des irrégularités dans le paiement des demi-bourses et des pensions alimentaires par le secrétariat du département de l'éducation. Plus de 18 milliards de francs CFA ont été versés selon les vérificateurs sur la base du décret de 1992 alors que celui-ci avait été abrogé par une note de 1994. On dénote également dans le rapport le paiement irrégulier de 32,42 millions de francs CFA de subventions à 294 élèves dont les scolarités sont déjà terminées. Plusieurs autres versements ont été effectués à des élèves inscrits en double dans un même établissement ou encore l'attribution de 72 millions de francs CFA à 731 élèves considérés comme irréguliers. Le rapport pointe du doigt un gaspillage de plus de 257 millions de subventions versées sur la base d'attribution d'élèves aux établissements privés alors que c'était initialement destiné aux établissements publics. Le rapport souligne que les documents relatifs à ces irrégularités seront transmis aux juridictions compétentes. Le vérificateur général recommande l'immatriculation systématique des établissements privés pour améliorer la gestion de l'éducation. Dans un autre secteur, celui du transport, le rapport du vérificateur général met en exergue des irrégularités financières au sein de l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASER, qui s'élève à plus de 484 252 275 francs CFA pendant 4 ans de gestion, soit les exercices de 2019, 2020, 2021 et 2022. En plus de plusieurs irrégularités administratives, selon le rapport du VEGAL, le montant total des irrégularités financières s'élève à 67 424 852 francs CFA. Sur ce montant, 31 4 852 francs CFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Ainsi, le reliquat des irrégularités financières non justifiées s'élève à 36 420 000 francs CFA. Notons que parmi les 50 missions de vérification, 9 ont été déférées au parquet général de la Cour suprême, 16 ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente, 2 autres sont en instruction et 3 sont en instance de déféré. Revue maison d'édition au Mali à l'ère de la révolution numérique, des enjeux géopolitiques et des conflits idéologiques. C'est autour de ces thèmes que le symposium des revues maliennes se tient du 20 au 21 novembre 2024 à l'Institut des sciences humaines, Djeneva Samaki. Ce symposium rentre dans le cadre de la promotion de la science et de l'enseignement supérieur. Il est une opportunité unique pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème de l'édition afin de travailler ensemble pour relever les défis et tracer les perspectives pour les générations futures de chercheurs. Il s'agit d'offrir des formations ciblées à la fois pour les chercheurs pour être beaucoup plus compétitifs parce que là aussi la question est là. Les publications doivent être de qualité, donc les recherches doivent aussi être profondes, les résultats auxquels on aboutisse doivent être sans équivoque, doivent être dénués
des biais dont on a parlé, que ce soit l'idéologie, que ce soit les positionnements géopolitiques. Analyser les défis des revues en contexte des révolutions numériques, des crises géopolitiques et des conflits idéologiques, c'est l'objectif global de ce symposium qui regroupera pendant 2 jours 30 participants. Des panels et tables rondes seront animés sur le rôle des revues dans l'information scientifique et sur leur ligne éditoriale, les processus éditoriaux et les transformations et défis de l'édition. Je réitère en effet ma reconnaissance à l'Agence universitaire de la francophonie pour les appuis multiformes qu'elle apporte aux institutions et établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans notre pays dans le cadre de ces divers partenariats et depuis plusieurs années. Ma conviction est en effet que la recherche scientifique dans nos pays aura de plus en plus besoin de ce type de partenariat. La mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles est en effet indispensable à son essor car les défis sont nombreux et divers. Il mériterait par conséquent d'être relevé par une synergie d'expériences et de compétences variées et les plus engagées. À l'issue de cette rencontre, les défis du numérique seront analysés et des mises à jour des revues proposées également. Les valeurs et normes communes des revues seront également identifiées et les spécificités préservées. La Cour pénale internationale a condamné ce mercredi 20 novembre à 10 ans d'emprisonnement l'ancien chef de la police islamique de Tombouctou au Mali, Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 26 juin 2024, la Chambre de première instance X a reconnu Al-Hassan coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de torture, de persécution et d'autres actes inhumains. Cependant, il a été acquitté des charges liées aux crimes sexuels tels que le viol et l'esclavage sexuel. Les parties, tant la défense que le procureur, disposent de 30 jours pour faire appel de cette décision. Parlons agriculture. L'intérêt principal de la production de semences est l'obtention d'une grande quantité de semences identiques à un coût réduit au moment voulu et à l'endroit indiqué à partir d'une petite quantité de graines et pour la satisfaction d'un grand nombre de demandeurs. C'est le combat que mène l'Union locale pour la production des semences de Dioïla, Paul Yapinguesson. La motivation de l'agriculteur sémencier réside dans la rémunération intéressante et rapide de son travail s'il produit des semences qui correspondent aux besoins du marché. Pour faire face aux aléas climatiques qui se font de plus en plus menaçants, la recherche a amélioré plusieurs variétés de semences pour soutenir les activités du monde rural. Cela dans le souci de renforcer la résilience des producteurs et l'adaptation des cultures à la déréglementation climatique. Face à ces contraintes, la stratégie privilégiée est le choix variétal. Plusieurs variétés de mil, de sorgho, de niébé développées dans ce sens sont adaptées à toutes les zones. Une variété à cycle court doit toujours être privilégiée dans une localité où la saison des pluies est courte. En faisant ce choix, on s'adapte au caprice du changement climatique, conseille Yalali Traoré, assurant que l'expérimentation en milieu paysan a prouvé qu'elle permet de booster la productivité. Vraiment, cikɛla in fo n'o ye Burama Fɔnba ye ale mun ye forotigi ye an b'a fo kosɛbɛ a ka jija la donc an bɛ se ka mun fɔ vraiment an ye foro ninnu ye an y'a ye k'a fɔ vraiment foro ninnu taabolo ka ɲi
an ye variété damadɔ ye wasaɲɔ b'o la yebaga sago b'o la nantoli b'o la donc a b'a ye k'a fɔ ILPC ni sɛnɛkɛla ninnu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna ani ɲininikɛlaw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la donc ILPC ka hamina ko tɛ dɔwɛrɛ ye ka si minnu bila sɛnɛkɛlaw ka bolo ka si minnu n'u nafa ka bon n'u bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ku ni balo nafama b'u la donc i b'a ye k'a fɔ an ye variété minnu ye k'a fɔ vraiment a bɛ mɔgɔ ɲɛfa kosɛbɛ voilà. Rappelons qu'il existe plusieurs programmes de recherche chargés de développer la nouvelle variété de semences, notamment le programme mil, maïs, niébé, sorgho, coton, blé et riz. Les chercheurs créent ces nouvelles variétés de semences de cycle court, appelées des variétés précoces pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Débuté le week-end dernier au Musée national, la Biennale africaine de la photographie se tient actuellement à Bamako. À la photographie s'intéresse justement la série de la semaine et spécifiquement l'avenir du métier à l'ère du numérique. Un reportage de Smaïla Fani. La photographie a connu une grande évolution à l'avènement du numérique, un progrès remarquable de la technologie qui a modernisé le secteur. Puisque l'instant est fait de changement, chaque photo est une essence d'histoire car elle raconte un témoignage et devient un patrimoine. Moi, j'expliquerai la photographie comme étant quelque chose, c'est-à-dire un métier qui permet d'immortaliser. Comme certaines personnes ont l'habitude de m'appeler chasseur d'images, certaines chassent pour ôter de vie, mais nous chassons pour immortaliser, pour donner vie. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, on assiste à un phénomène de généralisation de la pratique photographique où toute personne en possession d'un équipement électronique ayant un dispositif de prise de vue se permet l'exercice. Avant, il y a beaucoup de choses que les gens font appel aux photographes maintenant avec les téléphones. Donc, ils n'ont plus besoin d'appeler les photographes. Eux-mêmes, ils achètent les nouveaux téléphones. Donc, ils prennent les cérémonies comme les pré-mariages, les baby showers. Donc, avant, c'est les photographes qui faisaient ça. Maintenant, c'est avec les téléphones. Donc, ça a un impact sur les photographes. Même maintenant, et dans certains services aussi, ils disent qu'ils n'ont plus besoin d'un photographe. Ils prennent des photos avec les téléphones. Mais la différence réside dans la qualité, car la photographie professionnelle est un art où on s'offre le secret des appareils. Lors d'un événement tout de suite, vous verrez chacun avec son téléphone en train de photographier. Mais est-ce que toutes ces personnes-là prennent en compte tout ce qui concerne c'est-à-dire les standards de la photographie, surtout les règles à respecter et tout. Il y a cette différence qui est là. Et puis, vous conviendrez avec moi que la créativité est un point essentiel pour créer la différence entre ceux-là qui ont juste un appareil pour photographier et ceux-là qui sont vraiment des artistes en la matière. Les qualités des photos, ça ne va jamais être les mêmes parce que les photos qui sont prises, on les met et ils sont stockés comme souvenirs et puis comme un témoignage. Dans les jours à venir, on peut utiliser ces photos comme peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais avec les photos de téléphone, ça dégrade. Donc, par exemple, même si on veut faire des tirages, on ne pourra pas faire des tirages avec les photos de téléphone, sauf les petites tailles. À l'ère du numérique, selon les acteurs, le métier de photographe est loin de disparaître, mais a subi plutôt des mutations où il se recompose. Au Sénégal voisin, les résultats officiels des élections législatives ont confirmé mardi la victoire écrasante du PASTEF. Le parti au pouvoir a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus de 7 circonscriptions sur les 8 qui comptent la diaspora, ce qui réconforte davantage l'ancrage du PASTEF dans la sphère politique sénégalaise après la présidentielle de mars dernier. Sport à présent, l'on connaît désormais les 24 équipes qualifiées pour la CAN Maroc 2025. On les découvre avec Assetoumani Koulibaly. Avec la conclusion des éliminatoires de la CAN 2025 mardi 19 novembre, l'ensemble des qualifiés pour la CAN 2025 sont maintenant connus. Le suspense a pris fin avec la qualification de la Tanzanie, du Botswana et du Mozambique. Les 24 qualifiés pour la CAN 2025 sont désormais connus. La plupart des géants d'Afrique seront bien au rendez-vous.
La victoire écrasante des Aigles du Mali face à l'Eswatini sur le score de 6-0, grâce notamment au triplé de l'international Néné Dorgelès et ses collègues qui n'ont ménagé aucun effort pour arracher la première place de sa poule I. Le Mali fait d'ores et déjà partie des 24 qualifiés de la CAN. Une liste de 24 équipes qui regorge des présences mais également de grands absents. Le Ghana, cité en exemple, ne verra pas la CAN cette édition. Les Black Stars n'ont pas su valider leur billet pour la première fois depuis 2004. Une non-qualification peu surprenante pour de nombreux spectateurs qui lient cette désillusion énorme à l'inefficacité actuelle de la sélection. Aux côtés du Ghana, la Guinée et le Cap-Vert, qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2023, seront eux aussi absents. Un scénario cruel pour le Sili national qui n'avait besoin que d'une victoire, celle sur la Tanzanie, pour retrouver les pelouses de la CAN Maroc 2025. Hélas, les Guinéens se sont inclinés 1-0 face à l'équipe tanzanienne. Belle performance néanmoins du Bénin, des Comores et du Botswana qui retrouvent la CAN. À noter que la dernière présence du Bénin date de 2019. Après l'édition de la CAN de 2021, cette année marquera la deuxième participation des Comores à participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit également d'une deuxième participation pour le Botswana après une première participation en 2012. Les 24 équipes qualifiées se retrouveront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Vivement 2025. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 19h45.